de brachot. Voilà, c'est une grande joie de faire cette tournée avec Rav Arfi, qui est un grand Talmid Chacham, un futur grand Dayan, d'Hachem. Et il y a ici tous les élèves du séminaire qui ont profité de ces cours de halachot. Voilà. Alors, dans Briat HaOlam, chaque jour, dans le jour de la création, c'est marqué dans la Torah, Vayar Elokim Kitov. Pourquoi tu ne n'entends pas, toi? Ah, voilà. Si tu n'entends pas bien, tu me dis. J'ai deux repères, un à droite et vous là-bas à la gauche. Vayar Elokim Kitov. Hachem a vu que c'était bien. Vayar Elokim Kitov. Hachem a vu que c'était bien. Mais il y a un jour où ce n'est pas marqué Vayar Elokim Kitov. Question à 100 shekels. Est-ce que quelqu'un sait dans quel jour il n'y a pas marqué Vayar Elokim Kitov? Qui a dit? Qui a répondu? Qui? Quel jour? Le premier, il y a marqué à quel jour il a dit Yehi Or, qu'il y ait la lumière. Vayar Elokim Kitov. Hachem a vu que c'est bien. Et comme ça, mais il y a un jour où c'est pas marqué Vayar Elokim Kitov. Non. Non, c'est sixième au contraire. Tov Meod, il y a marqué là-bas. Qui t'a dit? Bravo. Comment ça va, toi? Je t'ai pas vu depuis longtemps. Ça va bien? Tu es devenu une haram et tout? Bien sûr. Le deuxième jour, il n'y a pas marqué Vayar Elokim Kitov. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé déjà le deuxième jour? Le deuxième jour, la Torah raconte que la terre était entourée d'eau et Hachem a décidé de séparer les eaux et de faire des eaux en haut et des eaux en bas. Et c'est quoi qui a fait la séparation? Le ciel, Rakia, Shamaim. C'est-à-dire que de même que nous, quand on est là sur terre, on lève les yeux, il y a le halal, un espace vide, et au-dessus, il y a le ciel. De l'autre côté, c'est pareil. Au-dessus du ciel, il y a le halal, un espace vide, et tout en haut, l'humanité est entourée de mer. Une grande mer qui entoure l'humanité. Donc, si on faisait une fusée qui serait capable d'aller si loin, là, pouf, elle tombe dans la mer. Et les scientifiques, de plus en plus, depuis une quinzaine d'années déjà, sont en train de découvrir qu'il y a des masses d'eau considérables au fin fond de l'univers. Des masses d'eau considérables. D'ailleurs, quand il y a eu le Maboul, c'est de ces masses d'eau considérables qui sont tombées pour inonder la mer. Vous comprenez? Alors, Hachem a séparé les eaux du haut du bas. D'ailleurs, pour la petite histoire, les eaux du bas se sont plaintes. De quoi les eaux du bas se sont plaintes? Elles ont dit, ah ben non, avant on était un seul bloc, proche d'Hachem. Maintenant qu'Hachem a coupé les eaux en deux, les eaux du haut sont proches d'Hachem, les eaux du bas, on se sent loin d'Hachem. Hachem a consolé les eaux du bas. Comment Hachem a consolé les eaux du bas? Hein? Geshem? Hachem a dit, eh bien nous, déjà à Sukkot, pendant les 8 jours de Sukkot, que maintenant la terre, donc est entourée d'eau, la terre, oui. Hachem a dit que les eaux se retirent et laissent apparaître la terre. Et ce qui s'est passé, les eaux se sont retirées, elles ont formé les mers, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, la Méditerranée, la mer Jordan, et la terre est apparue. Et là, Hachem a dit, Vayar Elokim Kitov. Hachem a vu que c'est bien. Mardi après-midi, qu'est-ce que Hachem a fait? Que la terre qui est apparue maintenant se remplisse de verdure. Waouh! Et la verdure a poussé, les arbres. Et là, une deuxième fois, Vayar Elokim Kitov. Donc, mardi, c'est le jour qui a reçu 2 fois le Vayar Elokim Kitov. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y en a qui se marient le mardi. Moi, je me suis marié mardi. Et sur la carte d'invitation, on a marqué le mariage aura lieu mardi, Yom Shen Irpal Po Kitov, le jour qui a été doublé dans le Kitov.
D'accord? Dans le temps, beaucoup, tu te maries mardi, waouh, 2 fois Kitov. D'accord? Alors, donc, pourquoi le lundi, il n'y a pas eu Kitov? Rachid dit, Rachid nous dit une chose extraordinaire. Parce que le travail de l'eau n'a pas été terminé. Akadosh Baruch Hu a commencé le travail de l'eau le 2e jour. Il a séparé les eaux du haut des eaux du bas. Et puis la nuit est venue. Hachem a dit, bon, on reprendra ça demain. Le lendemain, Hachem a terminé le travail de l'eau en disant que les eaux se retirent et que la terre apparaisse. Et là, Hachem a dit, Bayar le Kimkitor. Et Rachid dit 6 mots incroyables. 6 mots incroyables qu'il faut apprendre par cœur. Moi, je n'ai pas une grande mémoire, mais ces mots-là, je les connais par cœur parce que je me les répète 10 à 15 à 20 fois par jour, à 100 fois même si bon. Rachid dit une chose incroyable. Davar, chez Eno Nigmar, une chose qui n'est pas terminée, Eno Bemilouo Vetovo, n'est pas pleine et n'est pas bonne. Quelque chose qui n'est pas terminé, c'est pas plein, c'est pas bon. Tu ne peux pas dire c'est bon. Va y aller le Kim Kidor Hachem dit que c'est top. Mais je suis en plein travail. Je suis en plein travail. Même pédagogiquement, c'est une erreur. Un enfant qui est en train de faire un dessin, par exemple. Tu vois un enfant faire un dessin et tu lui dis qu'est-ce qu'il est beau ton dessin. Tu reviens une demi-heure plus tard, il a arrêté le dessin et il joue au Kaplan. Ben, pourquoi tu n'as pas terminé ton dessin? Ben, tu m'as dit qu'il était beau. Tu m'as dit qu'il était beau. Mais c'est une erreur. Ne dis pas c'est beau. Alors, comment tu vas faire? Imagine-toi quand tu seras maman des attachés et tu voudras encourager un de tes enfants, il va faire le dessin. Comment tu vas lui dire? Tu ne peux pas lui dire c'est beau, mais tu veux l'encourager. Alors, tu vas trouver des formules, tu vas dire eh bien, ça promet d'être beau. Quand tu l'auras fini, ça sera beau. Wow, qu'est-ce qui va être beau? Là, tu l'entends, mais ne dis pas c'est beau. Tu as dit c'est beau, tu vois. C'est comme c'est beau ça? Et donc, ça, Rachid nous dit une chose qui n'est pas finie, tu ne peux pas dire qu'elle est belle. Des fois, les gens veulent recevoir des compliments alors qu'ils sont au milieu encore. Alors, on dit c'est beau. Eh bien, ce compliment les désamorce. Désamorce. Il faut les encourager sans faire le compliment. Tu encourages, tu vas dire bon courage, fallait, mais Hachem, tu es bientôt arrivé. Oh, quand tu arriveras au bout, ça sent merveilleux. Mais ne dis pas c'est beau, c'est beau. Eh bien, en vrai, de là, nous apprenons que la Torah fuit la médiocrité, fuit l'à peu près. La Torah veut qu'une chose qui est commencée, on la termine. D'ailleurs, il y a des proverbes qui disent Amatril ba mitzvah, la suite. Amatril ba mitzvah, celui qui commence une mitzvah, Arab Hanania. Voilà, il a fait. Omrim l'ogma. Tu as commencé, mais ça termine. Un autre proverbe qui dit En a mitzvah krouya, Arab Hanania, et là, al she'en a mitzvah krouya, la mitzvah n'est pas appelée, et là, al shem gomra. On est 9 à faire la mitzvah. Le 10e qui termine, c'est lui qui a fait la mitzvah. C'est pour ça que nous, quand on fait une Achnasa Sefer Torah, celui qui écrit la dernière lettre, c'est très important. Des fois, on vend les lettres. Maintenant, nous allons vendre la dernière lettre. 5 000 euros, 10 000 euros, 200 000 euros, 1 million d'euros. Pourquoi? Lui, il a écrit la dernière lettre. C'est comme s'il a écrit tout le Sefer Torah. Tu comprends? C'est un principe sacré. La Torah te dit, tu as commencé une chose, vas jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle shlemut amaase. La Torah aime la shlemut. Il y a 2 choses, il y a la gadlut et la shlemut. C'est la grandeur. Quelqu'un qui a fait quelque chose de grand, c'est grand, mais il n'a pas terminé. Il n'a pas terminé. Imaginons quelqu'un va faire, avec ses caplas, il fait une grande pyramide, il ne termine pas. Et l'autre, tu fais une toute petite, mais il a terminé. Laquelle tu vas féliciter? La grande qui n'a pas été terminée ou la petite qui est terminée? Réponse, la petite. Parce que la grande, elle est gdola. La petite, elle est shlema. Entre gadlut et shlemut, la Torah préfère la shlemut. Vous comprenez comme c'est beau ça? Des fois, Adam, c'est Adam Gadol, il est grand, mais il est incomplet. Il n'a pas travaillé
un aspect de sa personnalité. Il termine jamais rien. Il fait plein de choses. Il y a des gens aux multiples compétences, il fait plein de choses. Il fait beaucoup de choses, mais il termine jamais rien. Il termine jamais rien. Moi, j'ai connu un entrepreneur où les clients, la presse sont menacés à mort. Pourquoi? Parce qu'il faisait des grandes choses, mais il ne terminait pas. Le dernier truc de mettre les ports, il disparaissait, c'est fini. Il disparaissait. Pourquoi? Parce qu'il avait sur un autre, où il mettait les ports, il manquait les poignets. Il n'a jamais terminé aucun chantier. Une fois qu'il a terminé, qu'il a pris l'argent à tout, les 2 derniers jours, il est déjà sur un autre chantier. Et plusieurs fois, les gens voulaient le tuer. Il ne terminait pas. Alors il disait, voilà, moi c'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais ce mikvé. C'est moi qui fais cette yeshiva. C'est moi qui fais ça. Mais oui, mais regarde, il y a un pont qui n'a pas été peint. Il y a un truc là. Il y a des gens qui ne terminent jamais. Et le fait de terminer quelque chose, ça procure un sentiment du succès. L'homme, il veut avoir le goût du succès. Comment? Grave. Le succès, c'est quoi? Eh bien, le succès, n'est pas la peine d'aller au bout du monde. Le succès, chaque chose que tu fais, termine-la. Termine-la. Quand tu as terminé, c'est un succès. Un succès plus un autre succès. Tu as des gens, toute leur vie, c'est un succès. Tu peux avoir un balayeur et toute sa vie, c'est un succès. Pourquoi? Parce qu'il balaye, il termine. Par exemple, en parlant du balai. Quand se termine le balayage? Les filles, tu sais ce que c'est un balai? Ah bon, parce qu'une fois, j'ai demandé à une fille, tu sais ce que c'est un balai? Elle me dit, oh, je suis bachelière. Ah, j'ai dit, alors, pardon, excuse-moi. Alors, quand c'est que se termine un balayage? On a balayé, et quand est-ce qu'on peut dire qu'on a terminé le balayer? Excellent! Un génie! Je vous ai dit! Bravo! Quand tu finis de balayer, après tu poses le balai, tu prends la petite balayette et tu prends la pelle, tu ramasses les miettes et tu les mets dans la poubelle. Ça s'appelle tu as terminé. Tu vois? Moi, j'avais une fille qui tout le temps fait le balayage, mais systématiquement, je trouvais le tas de poussière avec le balai devant la porte de la cuisine. Je dis, mais pourquoi tu ramasses pas des trucs là? Tu avais même lui, écoutez, c'est un guilgoul, écoute! Voilà l'occasion, ça fait des siècles qu'il attend d'écouter ce cours de Torah! C'est pas genre. Voilà, parce qu'il était absent le jour où j'ai fait ça au séminaire, il n'était pas là. C'était magnifique, hein? Voilà. Il n'a pas ramassé les miettes. Alors écoute, quand est. Alors ma fille, je lui dis, mais pourquoi tu ne ramasses pas les miettes? Ah bien, je suis fatigué, je ne suis pas la seule à balayer, c'est pas normal tout. Je sais pourquoi tu es fatigué, c'est pourquoi tu râles. Parce que tu n'as pas terminé. Fais la semaine prochaine, ramasse les miettes, tu verras que la fatigue ne va pas partir. La semaine d'après, elle fait tu as raison, papa. Une fois que j'ai terminé, je me suis retourné, j'ai vu toute la salle à manger. J'étais contente, j'étais balayé. Ma fatigue était partie et j'avais une simra. Parce que vous devez savoir que tout le but de la Torah, c'est de mener l'homme à la simra. Hachem veut qu'un juif soit heureux, soit sa meilleure. Sa meilleure! Des fois, quelqu'un me dit, Rav, comment on fait pour arriver à la simra? Je n'arrive pas à avoir la simra, je n'arrive pas. Ah bon? Je discute avec lui. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous faites? Comment tata? Je lui dis, mais je comprends, vous n'avez pas sa meilleure. Vous n'avez jamais terminé quoi que ce soit. Même les jours où vous dites à votre femme, ce soir, c'est moi qui fais la vaisselle. Une fois que vous avez terminé les assiettes, il reste les verres. Les verres, là, je suis fatigué, je suis pas les verres. Ah ben, évidemment. L'autre, il dit, c'est moi qui vais ranger les livres de la prière. Il range, la dernière rangée, il ne range pas. Mais tu as dit, ouais, mais ça va, je ne suis pas l'esclave, moi, hein, pas le seul. L'autre, il dit, après la conférence, c'est moi qui range toutes les chaises. Tu reviens, tu vois la ranger, mais il a mis les piles de chaises au milieu de caméras. Et pourquoi tu n'as pas mis ça dans le coin là-bas? Ah, je ne suis pas le seul à travailler, hein, moi, j'ai pas 4 pieds, j'ai pas 4 mains. Hein. Arrête de râler. Ceux qui ne terminent pas sont des râleurs. Ils râlent tout le temps. Et ils accusent tout le temps. Et c'est pas de ma faute. Et voilà. Alors, dans le pire, dans le couple, il accuse sa femme, la femme accuse l'homme. Oh là là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas éprouvé le goût du succès. Le goût du succès, c'est d'aller jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout, tu fais Maaseh Shalem,
Tu es content, tu es heureux, tu es satisfait de toi. Ah, Baruch Hashem. Et c'est ça que la Torah veut. La Torah te dit attention, rien ne peut être appelé Tov s'il n'est pas terminé. Or, mon cher ami, tout ce que tu fais dans ta vie, depuis ton enfant jusqu'à l'âge de 60 ans, tu n'as jamais rien terminé. Le moindre petit repassage, balayage, rangement, allez, je vais ranger ma chambre. Il sait que pour ranger la chambre, il lui faut peut-être 2-3 jours. Au bout d'un jour, là, je suis crevé, laisse tomber. Ah, fatigué, râle. Mais tu voulais ranger ta chambre? Pourquoi t'as arrêté? Non, j'arrive pas là. Mais le jour où celui qui a dit je vais ranger ma chambre, il va jusqu'au bout, il range sa chambre. Il est heureux. Oh là là, je me sens bien dans ma chambre. Il est content, il embrasse tout le monde. Merci papa, merci maman. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rangé ma chambre, je suis heureux. Tu comprends? C'est un grand secret, ça. Tu veux être heureux. Il faut que tu éprouves le succès. C'est quoi le succès? D'être riche, d'être milliardaire? Non, le succès, c'est de mener à bien chaque chose que tu as fait jusqu'au bout. Tu atteins une shlemout. Et cette shlemout, elle t'élève. Parce qu'il faut savoir que l'homme sur terre, il doit grandir, il doit s'épanouir. Comment il s'épanouit? Au niveau de la parole, il apprend à maîtriser sa parole, au niveau de sa pensée, mais surtout au niveau de ses actes. Il apprend petit à petit à faire un acte jusqu'au bout. Et comme ça, nous trouvons tous nos tzadikim. Rav Shach, une fois, était à Bnei Brak, il devait aller au Sharim, décidait d'offrir un cadeau à un grand donateur, mais il s'est dit, qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner comme cadeau? Alors, j'ai acheté un cadeau pour les enfants. Il a dit à ses élèves, achetez-moi un jouet pour les enfants. Ils ont acheté un jouet, dans la voiture, il a ouvert, il a lu la notice, il a lu la règle du jeu. Quand il est arrivé, il leur a dit, les enfants, voilà, ça se joue comme ça. Toi, tu jettes les dés, toi, tu avances le pion, toi, tu fais comme ça. Voilà. Allez faire une partie pendant que je suis avec papa. Et si vous avez une difficulté, venez me voir. Après 10 minutes, on dira, on n'arrive pas à s'en sortir. Il leur explique encore une fois. Au retour, les élèves lui ont dit, pourquoi je suis là? C'était pas au de faire ça. C'était au père d'expliquer. Quoi? Il leur a dit, si on offre un jouet à des enfants, il faut leur expliquer comment on joue. Tu offres un jeu d'échecs à un enfant, tu lui dis, tu sais jouer aux échecs? Non, ben je vais t'expliquer. Mais si tu lui offres un jouet, il ne sait pas jouer, à quoi ça sert? Il a dit, c'est ce qu'on appelle un ma'aseh shalem, un acte complet. Tu offres à quelqu'un, tu lui expliques comment on joue. Et moi, je me suis inspiré de cette histoire dans plusieurs épisodes de ma vie. Entre autres, une fois, et depuis maintenant, une fois, c'est 10e fois. Chaque fois maintenant, mais la première fois, quand j'ai offert à mes petits-enfants un jeu électronique, je ne sais pas quoi, j'ai demandé, il faut des piles? Oui. Les piles sont incluses dans le paquet? Non. Vous vendez des piles? Non. Vous pouvez les acheter là-bas. Je suis allé là-bas, j'ai acheté les piles. Et j'ai mis les piles dans ma poche. Quand j'ai offert à mes petits-enfants le cadeau, ils ont déballé, ils ont dit, oh maman, il faut des piles. Maman a dit, on achètera les piles demain. Oh, ils étaient tellement déçus. À ce moment-là, qu'est-ce que je leur ai dit? Les enfants, voilà des piles. Hop là! Hop là! Moi-même, quand j'ai fait mon alia, on s'est installé à Bnei Brak à Rabbi Tarfon. Un vendredi, tu connais la claire, Rabbi Tarfon, le grand Tana. On s'est installé à Rabbi Tarfon un vendredi après-midi. Il y avait toutes les caisses, les choses, c'était... Et au milieu de ce balagan, quelqu'un tape à la porte et nous, un fleuriste avec un énorme bouquet de fleurs. Oh, j'ai dit à ma femme, manquait plus que ça. Où on va le mettre, ce bouquet de fleurs là? Je vais le mettre, on n'a pas de vase et tout. Hein. Le gars, il a dit, regarde, il descend, il revient, hop, avec un énorme vase. Et une lettre de ma fille. Cher papa, chère maman, de Baruch Haba en Israël, pour votre premier Shabbat, voici ce bouquet de fleurs qui va éclairer votre table et tout. PS, nous supposons que vous n'avez pas de vase, c'est pourquoi nous n'avons pas de vase. Je l'appelle, je dis, ma fille, t'es un génie. C'est Shalem. Tu as offert le... Elle m'a dit, la vérité, c'est pas moi, c'est mon mari. Mon mari m'a dit, tu offres des fleurs à tes parents, offre le vase aussi. Où tu veux qu'ils les mettent? Je dis, ben voilà, parce que ton mari, c'est un Talmid Chacham, il sait qu'il faut faire Maaseh Shalem. Moi-même, cette histoire, elle s'est reproduite. Il y avait une famille de Ranana qui a quitté Ranana, qui est partie s'installer à Yerushalayim. La dame m'a dit, Rav, on aimerait que vous veniez mettre les mezuzot le premier jour. D'accord.
En arrivant en bas, je dis, qu'est-ce que je leur fais quelque chose? Ah, il y avait un fleuriste. Allez, j'achète un bouquet de fleurs. Évidemment, j'ai acheté le vase aussi. Mais j'ai laissé le vase dans l'escalier. Donc, quand je rentre avec le vase, la dame dit, oh, on a des vases, mais ils sont quelque part dans les cartons. Où je vais le mettre, votre bouquet de fleurs? Je dis, mais vous plaisantez? Hop là! Oh, bonsoir, professeur. C'est-à-dire, quand tu vas offrir des fleurs à quelqu'un que tu supposes, Hatan Kala, tu leur offres pour leur premier Shabbat un bouquet de fleurs. Après Shavuot, voilà pour votre premier Shabbat à la maison, un bouquet de fleurs. Tu dois supposer que même s'ils ont reçu des cadeaux, même s'ils ont reçu un vase, ils n'ont peut-être pas déballé. Tu dois supposer qu'ils n'ont peut-être pas de vase. Tu dois offrir le vase. Si tu offres pas le vase, ton bouquet de fleurs, il reste comme ça sur l'évier, et il pourrit, c'est fini. Tu offres un jeu où il faut des piles, tu dois offrir des piles. Tu offres un jeu où ils ne savent pas jouer, tu dois leur expliquer comment on joue. Et tous les tzadikim se sont distingués par cette recherche de Maas et Shalem. Maas et Shalem. Moi, une fois, j'ai fait cette sira à la Yeshiva Tana il y a peut-être 30 ans à la rue Pavé. Alors, un père, j'étais en voiture, un père m'arrête, il me dit, Rabbeinu, qu'est-ce que vous leur avez fait au gosse là? Je dis, pourquoi c'est ça? Il me dit, j'ai demandé à mon fils, ramène-moi les lunettes, il m'a amené, il dit, attends papa, Maas et Shalem, il a pris un... Attends papa, Maas et Shalem, il m'a essuyé les verres, voilà papa. Tu vois, Maas et Shalem. Eh ben, j'étais très content, très content. Puis dans la Gemara, il y avait un Rav qui s'appelle Rabbi Abaou. Il avait un fils qui s'appelle Adimi. Alors, et ce fils Adimi, il avait lui-même 5 fils. Et quand le grand-père arrivait, il tapait à la porte. Alors le père ne laissait pas les petits-enfants aller ouvrir. Non, c'est moi, c'est ma mission. Mais pour pas que le père attende, il disait « J'arrive, 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 j'arrive ». Parce que si tu dis une fois « j'arrive » et tu mets 30 secondes, le père il dit « Combien de temps tu as mis, mon fils ?»« Combien de temps tu as mis ?» Donc il passait dans « Papa, j'arrive, 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 j'arrive. » Une fois il a ouvert, et le père a dit, je suis épuisé, je crève de soif, amène-moi un verre d'eau, mon fils, s'il te plaît. Alors, il est parti chercher un verre d'eau. Le temps qu'il revienne, le père dans le fauteuil, c'était assoupi. N'importe qui aurait mis le verre à côté sur le meuble, et ça, le fils, il est resté comme ça devant son père, avec le verre dans la bouche. Il savait qu'il va se réveiller, son père. Après combien de temps, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, le père a fini par ouvrir les yeux. Il ouvre les yeux, il voit le verre dans. Ah, mon fils, moi je te connais avec l'eau. J'avais tellement soif. Mais pourquoi tu ne l'as pas posé, mon fils? Non, papa, je voulais que quand tu ouvres les yeux, tu fasses pas comme ça. Vous voulez le verre? Je voulais qu'en ouvrant les yeux, tu trouves le verre dans ta bouche. Vous vous rendez compte ça? Le gosse qui reste devant son père comme ça, il ne sait pas combien de temps son père va ouvrir les yeux. Il trouve bien. Il a dit, ah, mais mon fils, alors, tu as perdu ton temps pendant ce temps-là. Il dit, non. J'avais une question qui me turbilinait depuis des années. J'ai trouvé la réponse. C'est quoi? Il y a un mismor célèbre qui dit, Kina mismor le asaf, baou goïm et nahalatecha, le psaume 76. Baou goïm, mismor, les goïms sont venus dans le temple, ils ont détruit le temple. Mismor, une chanson. Voilà. Et la, les goïms sont venus dans le temple. La. Ils ont détruit le temple. La. C'est pas un mismor. C'est pas une chanson. Il fallait dire quel mot? Kina le Asaf. Lamentation de Asaf. Asaf, qui était un poète de l'époque du Beth Amikdash, il a chanté. Comment tu as chanté? Il faut se lamenter. Donc, toutes ces années, j'avais cette question. Pourquoi misement les hasards? Il fallait dire qu'il a les hasards. Et il dit, papa, pendant que j'attendais avec le verre, j'ai eu la réponse. Misement les hasards. Hachem était tellement en colère contre le peuple juif, il voulait détruire le peuple juif. En fin de compte, il a rabattu sa colère sur les pierres. Il a détruit le temple, mais il a laissé le peuple juif. Donc, une question comme ça, il a eu le srout pendant qu'il attendait devant son père. Vous comprenez? Donc, ça, c'est un appel de toute la Torah. Tu fais un maasé, fais-le b'shlemut. Et c'est nous trouvons dans cette semaine. Avraham Avinu,
avec quel shlemout il a fait sa mitzvah. Pareil, tu as un invité, fais le béchimout. Fais le béchimout. Par exemple, la Maseret Derech nous dit que quand tu invites quelqu'un qui va dormir chez toi, quelqu'un qui va passer Shabbat chez toi, il va dormir la nuit, quelle est la première chose que tu dois lui montrer? Mesdames, messieurs, dames. Hein? Sa chambre. Lui, il arrive avec sa valise, montre-lui sa chambre. Surtout, ne lui dis pas, hé, pose tes valises, viens, allez, on va rigoler, on va avoir un petit goûter, tout ça et tout. Non, montre-lui sa chambre. Montre-lui sa chambre. Parce que lui, il se demande. Ou moi, j'étais une fois quelque part dans une ville, je ne vais pas vous dire, j'étais angoissé, quelle chambre ils vont me donner, quelle chambre ils vont me donner. Hein? Moi, je rêve d'avoir une chambre avec fenêtre que je peux... avec la clim, pas loin des toilettes, tout ça et tout. J'arrive, on me dit, on est tellement content que vous soyez là. On vous a mis dans la chambre avec les enfants, ça ne vous dérange pas? Comme ça, les enfants puissent de votre doucha et tout. Moi, je bouge beaucoup quand je me réveille. Chaque fois que je bougeais, le bébé il commence à bouger, paralysé toute la nuit. À un moment, j'ai trop bougé, il a commencé à pleurer, Waouh. La femme me dit, je peux rentrer dans la chambre? Oui, rentrez. J'avais chaud, j'ai dit, je peux ouvrir la fenêtre, j'ai chaud. Non, j'ai peur qu'il attrape pas froid. Oui, bien sûr, mais je ne peux pas. La chambre, quelqu'un qui vient venir pour dormir, il se demande dans quelle chambre. Mais là, maintenant, Rafi et moi, on a invité Shabbat quelque part. Je lui ai dit, tu sais où on va dormir? J'ai que ça en tête. Où on va dormir? Où on va dormir? J'étais dans une autre ville, c'est pas des blagues aujourd'hui, j'étais à mon tournée, moi. Ils m'ont mis dans la chambre. Alors j'ai dit, est-ce que je peux avoir une chambre seule, tout à tout? Pas de problème. La fille était au séminaire, dans la chambre de la fille. Là-bas, bourré de robes, il n'y avait pas un endroit où mettre mes affaires. Bourré, ils n'ont même pas libéré une étagère. Mais le pire, c'était une mansarde dans ma cabine. Je me lève pas. Aïe. Alors le père, qu'est-ce qu'il me dit? Vous inquiétez pas, à la fin, on s'habitue. Je fais une nuit chez toi. Quand j'aurai le temps de m'habituer. Moi, je ne m'aime pas. Ah là là, Rasra. Donc là, le te dit la première chose, montre-lui sa chambre. Parce qu'en plus, il a sa valise. Il veut déplier le costume du Shabbat pour l'étendre, pour pas qu'il soit froissé. Tu lui dis, écoute, voici ta chambre. Voilà, tu peux mettre tes affaires là. Une fois que tu te seras installé, des fois, il a besoin de prendre une douche. Voilà, tu peux prendre une douche et tout. Une fois que tu es prêt, rejoins-nous au salon, on va prendre un petit goûter. Mais ne dis pas, laisse tomber, d'abord on prend le goûter ensemble et tout. Lui, il transpire. Quel goûter? Il y a des rérés, il y a un protocole. Ce protocole, on l'apprend d'Abraham Avinu. Il a reçu, il leur a dit, attendez, écoutez, d'abord vous êtes dans le désert, mettez-vous à l'ombre. Amenez pour ces messieurs 3 bassines d'eau, trempez vos pieds pour soulager vos pieds du sable du désert. Voilà, maintenant, le temps qu'on prépare le repas, voilà, buvez un bon verre de lait avec quelques petites tartines beurrées. Et le temps, et rassurez-vous, ça sera très rapide. Je ne vais pas vous retenir. Après, vous continuerez votre chemin. Tac, il court, il va. Il choisit 3 veaux. Il prend, il dit, tiens, tu fais la shrita, tu fais ça. Il avait en permanence un barbecue allumé avant Maveno. Ils ont dit, mais comment ça sera rapide si le repas n'est pas prêt? Mais tu fais la shrita, après tu dépouilles l'animal et tu trempes dans l'eau et dans le sel. Après, tu fais un bœuf bourguignon. Mais avant 6 heures, on ne sera pas servi. Non, vous inquiétez pas. Ni bœuf bourguignon, ni dépouillé, ni dépecé. On va vous donner une langue. La langue, c'est la chose la plus rapide. Tu fais la shrita, hop, tu tires la langue, tu la coupes, tu la mets sur le... Voilà, et il a fait griller, parce que quand tu fais griller, tu n'es pas obligé de cachériser. D'accord? Et la langue, elle cuit assez rapidement. 10 minutes après, il aura servi une langue par personne. Une langue, Haram disent quoi? Quelqu'un mange une langue, elle doit 2 kilos, 2,5 kilos, 3 kilos. Qui c'est qui peut manger? Non. Parce que la langue, elle n'a pas la même saveur tout au long. Il y a le fond de la langue, il y a le milieu de la langue qui est un peu bombé, il y a le bout de la langue qui est étroit. Là, c'est un peu plus dur, là, c'est un peu plus tendre, là, c'est un peu plus moelleux. Comment faire? Si je prends une langue, je la coupe en 3, peut-être chacun va recevoir la part qu'il n'aime pas. Comme un poulet, tu sers le poulet, tu donnes du blanc, l'autre donne la cuisse, il dit, oh mince, je préfère le blanc. Le blanc. Ah, mais l'autre, il va, attends, t'arraches, j'ai eu le blanc. L'autre, il veut.
Alors, des fois, la dame, elle dit, qu'est-ce que vous voudrez? Une cuisse. Ah, maintenant, que j'ai que deux cuisses, je ne sais pas. Comment faire? L'idéal, en vrai, tu donnes un poulet entier à chacun. Et bien, c'est ce qu'il a fait. Il a donné une langue entière à chacun. Voilà, messieurs, chacun mangera dans la langue ce qu'il aime, la partie qu'il aime. Et il y en a qui aiment goûter un petit peu de chaque. Un petit peu de chaque. Moi, je ne supporte pas, j'aime tout dans le poulet. Donc, quand on me dit, vous voulez du blanc ou de la cuisse? Je dis, et l'aile, c'est pas possible. Ah, vous voulez l'aile? Non, l'aile, la cuisse et le blanc. Ah, vous voulez tout le poulet. C'est pour ça, chez les Tunisiens, on donne le petit coquelet. Il y a des Tunisiens dans la tête. Tu lui donnes le petit coquelet. Ah là, bravo. Le petit coquelet, il mange tout. Il y a un peu de ça. Et bien, Abraham Avinu, il leur a donné une langue par personne afin que chacun choisisse et mange dans la langue ce qu'il aime. Et il a mis un pot de moutarde. Il semble que la langue, il y a 3000 ans, ils savent, c'est bon avec un pot de moutarde. Vous vous rendez compte? Et comme ça s'est passé. Shlemut Amaaseh, à quel âge? 99 ans. Quel jour? Le 3e jour de la Brit Mila. Des fois, des gens, ils font Shlemut Amaaseh, mais Hachem les met à l'épreuve. Maintenant, ce jour où tu es fatigué, est-ce que tu vas quand même faire Shlemut Amaaseh? Une fois, moi, j'avais des boîtes de tzedaka. La yeshiva avait des boîtes de tzedaka. On déposait, on était quelque part, dans des banlieues, et une fois par trimestre, on va juste, on vient retirer la boîte de tzedaka. On prend la pleine, on met la vide. C'est tout. Donc, au début, on est, voilà, vous êtes intéressé d'avoir une boîte de tzedaka? Oui. Ouais. Nous viendrons dans 3 mois. Dans 3 mois, on prend la pleine, on met la vide. On est arrivé quelque part pour prendre la pleine et mettre la vide. Alors l'enfant dit, papa, c'est les gens de la yeshiva, ils viennent récupérer la boîte de tzedaka. J'entends le père qui dit en arabe. Qu'est-ce qu'ils viennent maintenant? Je suis dans le plafond en train de peindre le plafond. Dis-leur qu'ils reviennent dans 3 mois. J'ai dit, mais pourquoi? Juste donnez-nous la pleine, on vous rend la vide. Papa, ils disent juste la pleine, c'est pas le moment! C'est pas le moment, je suis en train de peindre le plafond. Mais non, c'est là où Hachem, il te teste. Là, maintenant, tu es en train de peindre le plafond, les rabbins qui tapent, ils veulent quoi? Ils veulent pas te parler, ils veulent juste prendre la pleine pour remettre la vide. C'est rien du tout. Il peut dire à son fils, donne-leur la pleine, moi la vide. Non, il veut pas. Moi, je suis sur le plafond. Et qu'est-ce qui vient nous casser la tête là? Qui revient dans 3 mois. On n'est jamais retourné. Jusqu'à présent, une fois je repense, qu'est-ce qu'elle est devenue cette boîte de tzedaka? On n'est jamais retourné chez lui. On est compte? Parce que c'est là maintenant, Maaseh Shalem. Hachem, il te teste maintenant. Et bien, Avraham Avinu, 99 ans, le 3e jour de la Brit Mila d'Adou, il a fait service VIP. Et comme ça, toute la Torah, Rivka Tzadeket. Rivka, Eliezer m'a dit, comment je vais trouver la meilleure fille pour Israël? Je vais la tester sur Maaseh Shalem. Si je vois qu'elle a une attitude à faire Maaseh Shalem, je la prends. Comment? Il va lui demander, mademoiselle, je veux boire de la bouteille, je veux boire de la cruche. La cruche, elle a 10 litres. Oui. Imaginons, l'un de vous sort, toi, tu sors du Carrefour avec une bouteille de 2 litres de coca. D'accord? Tu as un arabe qui te dit, oh mon copain, il veut boire un peu de coca de la bouteille. Qu'est-ce que tu fais? Il veut boire de la bouteille. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lui dis? Il y a plusieurs scénarios. Un scénario, tu lui dis, écoutez, je ne peux pas, c'est mes parents. Un autre scénario, tu lui dis, écoutez, si vous avez un verre, je vous ai un verre. Bon. L'autre scénario, tu lui donnes à boire de la bouteille et discrètement après, tu renverses tout par terre. L'autre scénario, tu lui donnes à boire la bouteille, tu ramènes le reste à la maison. Alors, Eliezer a dit, tout ça, c'est pas bon. S'il me refuse de me donner, elle me donne et elle renverse le reste par terre, c'est pas bon. Elle me donne et elle emmène le reste à la maison, c'est pas bon. Alors quoi? Si elle me donne et qu'elle me dit, oui, buvez, et je donnerai le reste au chameau. Ah, ça, c'est Maaseh Shalem. Elle me donne à moi et elle donne le reste au chameau. Si elle fait ça, c'est qu'elle a l'aptitude à faire Maaseh Shalem, je la choisis comme femme pour Israël. Et elle, quand il lui a demandé, mademoiselle, je peux boire de votre cruche? Tout de suite, elle lui a dit, mais certainement, buvez, je donnerai même le reste au chameau, mais je vois que vous avez plusieurs chameaux. Pour la petite histoire, à 100 shekels, combien de chameaux il y avait? Bravo. Comment tu sais?
C'est écrit. Oh. 10 chameaux. Deuxième question, à 100 shekels. Vous misez les 100 shekels ou vous misez, Combien boit un chameau? Waouh. Bon, mais c'est qui les donne, les 200 shekels? Ah, c'est un rapport qui, d'accord. C'est pas partie de la condition. Un génie. Bravo. J'ai lu un article qu'un chameau boit entre 50, 60, même jusqu'à 100 litres. Et bien, elle, qu'est-ce qu'il lui a dit? Buvez. Je donnerai le reste au chameau et je puiserai jusqu'à ce que tous les chameaux aient bu. C'est marqué Aïch Mishtaï, il était comme ça, il était bouleversé de voir un Maaseh Shalem, un acte complet à ce point, un acte complet. À peine il a fini, il a dit, allez, regarde ce que j'ai pour toi. Il a sorti les bijoux, il a donné des bracelets, des boucles d'oreilles, des choses, voilà. Une fois qu'il a donné les bijoux, il a dit, comment tu t'appelles, petite fille? Elle a dit, je m'appelle Rivka Bat Betouel. Merci Hachem, tu m'as amené direct dans la famille de mon maître. Oh, merci Hachem. Mais quand il a raconté l'histoire à la famille, il a dit, une fois qu'elle a terminé, je lui ai demandé son nom. Elle m'a dit Rivka Bat Betouel, et là, je lui ai donné les bijoux. Mais en vrai, c'est faux. Il a d'abord donné les bijoux, ensuite, il a demandé son nom. Parce que lui, il a peur que s'il raconte qu'il a donné les bijoux sans savoir qui elle est, ils vont lui dire comment tu as dilapidé l'argent de ton maître. C'est pourquoi il a changé d'idée. J'ai demandé comment elle s'appelle, je donne les bijoux. Mais en vrai, il a donné les bijoux avant de savoir qui elle est. Pourquoi? Quand tu as en face de toi quelqu'un qui a un Maaseh Shalem à ce point, tu peux miser sur lui. Donc vous, les garçons, quand vous allez chercher un chidour, oui, faites un test à la jeune fille. Est-ce qu'elle a Shlemut Maaseh? Vous, les jeunes filles, quand vous allez chercher un sidour, faites un test au garçon. Est-ce qu'il a Shlemut Maaseh? Par exemple, imaginons, vous allez boire dans un hôtel un coca et tout, faites semblant de renverser un petit peu. Vous renversez le coca. Le coca, d'accord? Si lui, il dit, oh, mais c'est pas grave, et il essuie les taches de coca, Shlemut Maaseh. Tu comprends? Mais s'il s'en va, il laisse tomber. Il y avait une jeune fille qui m'a raconté, quand j'ai fait ça, ce cours une fois, une jeune fille m'a dit, Rav, vous ne savez pas ce que vous racontez. Ma cousine a passé le doctorat de chimie, des grands chimistes comme ça. Elle devait faire une expérience très compliquée. Elle les a éclatés. Ils lui ont donné 20 sur 20. Elle était tellement folle de joie. Elle s'est levée. Merci, je m'en vais. Tac, mademoiselle. Moins 2. Tac. Pourquoi? On range son matériel. Elle était partie heureuse, elle a laissé le matériel comme ça. Trac, moins 2. On range son matériel. Moi, je me rappelle quand on était à la yeshiva, alors on faisait la mayonnaise. Nous, les Barouchim, on faisait la mayonnaise. Mais on ne savait pas faire la mayonnaise. On prenait au moins 50, 60 œufs jusqu'à ce qu'enfin on réussisse la mayonnaise. Après l'établi de la yeshiva, il était coulant d'huile, d'œufs et tout. Mais on était content, on avait la mayonnaise, on partait. Et le Rav Rothenberg qui descendait, il dit, qui a fait la mayonnaise? Alors il y avait mon copain, moi, mon chien et moi, on dit, c'est nous. Mais qui c'est qui va nettoyer l'établi? On dit, la femme de ménage. Mais quand est-ce qu'elle vient, la femme de ménage? Dimanche. Ça va rester comme ça jusqu'à dimanche? Bon, on va nettoyer. Non, c'est moi qui nettoie. Et le Rav nettoie. Non, Rav, non, vous êtes parti, tant pis pour vous. C'est moi qui nettoie. Et il nettoyait, le Rav Rothenberg, il nettoyait. Non, Rav, laissez-nous. Non, vous êtes parti, c'est moi qui nettoie. On a été marqué à vie. Maintenant, j'ai appris. Tu fais la mayonnaise. Après, Shlemut Maaseh. Dans tous les domaines et toutes les vies des tzadikim, vous verrez, c'est ce qui ressort toujours. La Shlemut Maaseh. Le Hafetz Chaim, quand il était dans un train, et un de ses gants est tombé par la fenêtre du train. Il s'est levé tout de suite, il a pris le deuxième gant, il a jeté en direction. Il lui a dit, Rav, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, que celui qui trouve le premier gant ait une chance de trouver le deuxième gant, qui trouve la paire. Moi aussi, j'aurais pensé à ça, mais j'aurais pensé une fois que je suis arrivé à la maison. Comment le Hafetz Chaim, il a pensé? Parce que comme il était déjà toute sa vie de faire Shlemut Maaseh, tout de suite, il a trouvé ça. Vous avez compris? Il y a comme ça des heures à parler. Et vous verrez dans la Torah, ceux qui ont fait Shlemut Maaseh, c'est eux qui sont montés et les autres ont été éliminés. Parce que vous devez savoir, dans la Torah, tous ceux qui sont cités, c'est des gens grandes choses. Un type comme Ephron, par exemple. Comment on écrit Ephron? Aïn, Peresh, Vav, Nun.
Mais maintenant, on n'écrit plus le Vav, on enlève le Vav. Pourquoi? Ephron, quand Abraham Avinu voulait Marata Marpella, il a voulu la lui donner. Il avait un élan du cœur d'offrir Marata Marpella. Mais quand Abraham a dit non, j'insiste pour payer, à ce moment-là, il a basculé. Il a dit, 400 cycles entre toi et moi, c'est rien. Il a demandé un prix exorbitant. Dommage, Ephron. Tu as commencé avec une idée de cœur formidable. Tu voulais offrir Marata Marpella. Il a insisté pour payer. Demande un prix modeste. Tu as demandé un grand prix. Et bien, dorénavant, Ephron, on l'écrit sans le Vav. Il a perdu un Vav. Pourquoi tu n'es pas allé jusqu'au bout de ta démarche? Tu avais un élan. Tu as gâché ton élan. Et comme ça, voilà, Ephron, c'est un type superbe. Il a perdu le Vav. Vous comprenez? Et comme ça, dans toute la Torah, vous verrez ceux qui ont réussi et ceux qui ont raté. C'est quoi le point commun? Celui qui a fait Shlemut Maaseh, il est allé jusqu'à la fin de son Maaseh, et celui qui a gâché en plein milieu. Vous avez compris? Voilà, bracha ve'aslacha. Je sais que vous attendez tous impatiemment Rav Arvi qui va nous parler. Alors la parole est à notre cher Rav Arvi. Bravo! Bravo, Ravisa. Aïe, aïe. Alors bonsoir, ça fait plaisir de voir du Au monde. fond, ça va? Vous avez écouté? Voilà. Vous faites pareil avec lui, hein, si vous voulez pas. Bravo. Voilà. On va lancer un petit truc. Alors, comme le Ravisa a dit, celui qui accomplit Shlemut Maaseh, ça entraîne à Simcha, la joie. Donc pour continuer dans la même idée, on va parler un peu de la joie. Alors comme ça, à votre avis, si je vous pose une question, qu'est-ce qui procure à un homme ou à une femme la joie? D'où provient la joie? D'où vient la joie? Et la Torah elle nous ordonne d'être joyeux. C'est un ordre de la Torah d'être joyeux. C'est un ordre de la Torah.